Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, cher frère, comment allez-vous? Oui, je vais bien, monsieur le carré, vous. Ça va très bien, grâce à Dieu, ça va. Dieu merci. Oui, oui, merci beaucoup. Donc, vous avez la parole. Ok, merci infiniment. Mhm. Bonsoir à vous, monsieur le curé. Bonsoir à tous les élèves de la classe. Bonsoir. Monsieur le curé, ma participation d'aujourd'hui commencera par des questions. Mhm. Je voulais vous poser quelques questions. Il n'y a pas de problème. Ok. Comment normalement fonctionne un État? C'est une question qui est trop vaste. Il y a le fonctionnement Oui, économique, il y a le fonctionnement politique, il y a le fonctionnement militaire. C'est trop vaste comme question. Allez d'accord. justement là où ce que vous voulez savoir, là, poser la question sur ça. Là, on peut D'accord. parler un peu de ça. Il n'y a pas de problème. Mhm. C'est-à-dire, comment se fait la nomination des ministres? Qui nomme les ministres? C'est le président qui nomme les ministres ou bien le président nomme les premiers ministres et le premier ministre nomme les autres ministres? Le président nomme le premier ministre Oui, et en accord avec le premier ministre, oui, euh, ils vont certainement officiellement dire que c'est le premier ministre qui nomme les autres ministres, mais c'est après proposition et acceptation du chef de l'État. Et c'est le chef de l'État, le premier ministre. Par exemple, si moi je suis par exemple président, oui. que j'ai forcément besoin d'un premier ministre, Hum, c'est moi le président qui va toi te nommer. oui. Quand je vais finir de te nommer là, Mhm. je vais te demander de me former un gouvernement. Ça c'est la ligne officielle. Maintenant, Ok. dans la formation du gouvernement là, est-ce que moi qui suis le président, je vais m'asseoir pour te regarder comme ça, tu vas me prendre des gens que je ne connais pas? Non. Donc tout naturellement, j'aurai un avis à te proposer et des hommes à te proposer, mais je te laisse conduire le travail. Et à la fin, quand toi tu vas finir le travail, quand tu vas m'apporter, et que cette liste-là, elle me convient, je vais valider. D'accord. Mhm. Et maintenant, si vous me nommez en tant que premier ministre, Mhm. et je vous fais la proposition des ministres que je dois prendre dans mon gouvernement, et vous Mhm. les acceptez, Non, est-ce que j'ai le... le président n'est Oui, pas obligé d'accepter. Si lui-même il estime que ces personnes ne peuvent pas être d'utilité, parce que chaque oui, proposition qui est faite là, on vient avec des arguments à l'appui. oui, Voilà. ok. Mhm. Bon, une fois les ministres là sont acceptés par le président et puis le premier ministre, Mhm. qui sont dans le gouvernement, Mhm. quand un ministre ne fait pas son travail correctement, Mhm. est-ce que le premier ministre peut prendre sa responsabilité pour remplacer ce ministre sans l'accord du président? Non, il va forcément informer le président sur la base de preuves concrètes que Oui, X ou Y ministre ne répond plus aux besoins ou n'est pas capable d'atteindre les objectifs et proposer qu'on l'enlève ou bien même oui, qu'on puisse trouver d'autres solutions. Mais il ne peut pas l'enlever aussi sans l'accord du chef de l'État. d'accord. Donc, il n'y a pas de problème. Ma question était que je voulais essayer de comprendre une partie. Mhm. Parce que quand monsieur le premier ministre de notre pays, M. Patrick Hachi, a été nommé, Mhm. il y a eu des bruits comme quoi monsieur le président de l'Assemblée actuelle Mhm. s'opposait à des ministres et faisait des réunions avec des ministres pour ne pas qu'ils se soumettent au premier ministre. J'aurais appris ça comme ça. Non, À un moment. ça c'est une vieille histoire et toutes ces questions étaient déjà réglées. Ça quand même, par honnêteté, je peux vous le dire. Ça c'était Oui, oui. avant, voilà. Mhm. Ok. Parce que Maintenant, avant la restructuration, il y avait une cacophonie en fait. merci. Voilà. Mais Donc, maintenant, tout est clair, voilà. oui, tout était clair. Donc, voilà pourquoi j'ai commencé à poser la question comment, si le Premier ministre peut remplacer un ministre s'il ne fait pas bien son travail, Mhm. sans l'accord du président. Mais vous avez bien éclairci cette partie, je suis d'accord avec vous. Mhm. Je pose cette question en fait parce que, monsieur Le Guerre, il y a tellement beaucoup de choses qui se passent dans le gouvernement. Mhm. Vous vous posez la question, est-ce que c'est la faute du président ou bien c'est la faute du Premier ministre? Mhm. Je n'arrive pas à comprendre Mhm. Non, comment mais un pays certainement qu'il faut être responsable. Et nous sommes dans une gestion euh, où on a élu un président.
Parce qu'il Oui. ne faut pas se mentir. Tout échec qui sera observé dans la gouvernance du président Ouattara, à la fin de la Oui. journée, ça sera collé à lui. Comme aussi toute bonne action qui sera faite sous la dirigeance de Ouattara, on va dire c'était lui le président. C'est pourquoi on dit que Gbagbo est le chef des criminels. Sinon, en toute sincérité, c'est vrai qu'il a pris des décisions, mais en termes pratiques, on ne l'a jamais vu avec une Kalachnikov en train d'aller tuer les gens. Mais c'est la gestion globale. Voilà, le chef de l'État est comptable de la gestion globale. Bon, Ouais. monsieur Leclerc, Mhm, actuellement, avec la situation qui se passe au Mali, mhm, la situation qui se passe sur les délinquants des réseaux sociaux, mhm. monsieur Leclerc, ça c'est le rôle de qui pour arrêter ces gens ou bien, je ne sais pas, essayer de convoquer ces gens. C'est le rôle des ministres de la Justice ou bien c'est le rôle des ministres des Affaires étrangères. Chacun peut Parce que jouer, je n'arrive- effectivement, chacun peut jouer un rôle. Parce que déjà, à l'intérieur du pays, le ministre de la Justice peut dire, moi, son rôle couvre que la Côte d'Ivoire à l'intérieur. Est-ce que tu comprends ça? Oui, je comprends. Donc, tout le monde ne partage pas les mêmes opinions. Mais il y a des gens qui créent des opinions qui peuvent conduire la vie en danger. Il y a des gens comme ça qui ont dit, mais pourquoi on n'attaque pas les Maliens? Pourquoi on ne crée pas une guerre? Normalement, le ministère de la Justice devrait interpeller ces gens-là pour leur dire, par un message bien sûr, pour leur dire non, on n'encourage pas, on ne fait pas l'apologie de la violence et de la guerre. Au moins, le ministère de la Justice pouvait dans un premier temps avertir les gens. Mais maintenant, dans un deuxième temps, où le ministre de la Justice ne peut pas agir parce que ses compétences ne peuvent pas aller au-delà du pays, le ministère maintenant des Affaires étrangères maintenant peut agir indirectement ou directement. Cher frère, il faut que je te dise la vérité. Les pays n'ont pas le même poids. Si les Français viennent nous gifler, mais les Américains nous giflent là, est-ce qu'on peut bander les ministres contre eux? Non. Comme aussi, il y a des pays aussi qui sont petits devant nous. Mhm. Voilà. Si on a bien compris ça, donc ça veut dire qu'il faut sainement apprécier la taille de l'adversaire ou de la réalité, maintenant pour adopter une posture ou même une manière de gérer les situations. Maintenant, en fonction de ces deux réalités que j'ai citées là, selon que tu te situes en face d'un ennemi qui est plus fort que toi ou plus faible que toi, on peut maintenant mener des actions diplomatiques pour arriver à des résultats. Par exemple, je prends par exemple un cyberactiviste qui est du côté des États-Unis, qui incite à la violence, et j'ai même vu d'autres inciter à dire d'attaquer les Ivoiriens, je crois qu'il était du côté de Mali. Le ministre des Affaires étrangères peut, sur la base de ces propositions-là, malsaines, d'inciter à tuer une partie des ressortissants ivoiriens qui résident au Mali, par exemple, on peut constater les faits et envoyer une note diplomatique au ministère des Affaires étrangères du Mali pour leur dire que, vu déjà ce que certains de leurs citoyens sont en train de dire, ça met en danger la vie des Ivoiriens. Voilà un peu les rôles que chacun peut faire. Si je peux me limiter là. Voilà. Il n'y a pas de problème. J'ai compris cette partie parce que dans toute cette histoire, les injures sur le président, par des Ivoiriens même qui parlent sur les réseaux sociaux, par les étrangers qui sont sur les réseaux sociaux, on ne voit aucun geste. Ok, maintenant là aussi, Oui, vous savez, en même temps qu'on parle de démocratie, oui, on ne prend pas le temps d'expliquer aux gens c'est quoi la démocratie. On dit non, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Or, dans la démocratie aussi, chacun est libre d'assumer les conséquences de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Mais on dit tout le monde est libre. Pourquoi on ne laisse pas les gens faire coup d'État alors? bien sûr. Donc, de la même manière qu'on ne laisse pas, au nom d'une certaine liberté, les gens faire des coups d'État, il ne faut pas permettre aussi que des gens mettent la sécurité des pays ou bien même l'image des dirigeants des pays en danger ou bien même en pâture. Et là, comme vous venez de le dire maintenant, lorsque l'image du chef de l'État ivoirien est insultée, le ministère des Affaires peut s'impliquer là-dedans. Mais au-delà du ministère des Affaires étrangères, il y a aussi les services de communication même du président. Il y a aussi les services de communication du président. Dans leur rôle là, il y a la protection. Il y a la protection de l'image du chef de l'État. Parce que quand on attaque le chef de l'État, c'est tous les Ivoiriens qui sont attaqués. Et donc, en protégeant l'image du président, c'est le pays qui protège. Et ça, la communication doit avoir une grande partie à jouer là-dedans. Et pourquoi je le dis?
Vous vous souvenez, la femme du président Emmanuel Macron avait été insultée, on l'avait traité de transgenre, on l'avait traité de Oui. n'importe quoi. Mais tranquillement, le service communication a posé plainte contre les gens. On a même vu en Côte d'Ivoire une certaine dame qui a été insultée par une de leurs partisanes. Elle a posé plainte et les choses sont allées dans le sens du droit. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que c'est le président Ouattara qui dit de ne rien faire pour qu'on laisse son image comme ça? Là, je ne peux pas dire que c'est faux ou mais si c'est vrai, je n'ai pas de réponse à ça. Sinon, moi-même, j'ai ma réponse. Maintenant, est-ce par incapacité que ces personnes-là laissent les choses se faire? En tout cas, tout le monde est là et tout le monde constate l'image du chef de l'État est écorchée de toutes les manières et il n'y a même pas de communication sérieuse pour essayer quand même de rétablir les faits. On a toujours critiqué ça aussi. Monsieur le je pose une question parce que vraiment, je suis tellement dépassé pendant des années qu'on assiste à ces manières vraiment irrespectueuses sur les réseaux sociaux, insultant le président de la République. Pourtant, tous ceux qui sont nommés prennent des salaires chaque fin du mois, mais ils ne font pas leur travail. Pourquoi on les maintient? Est-ce que ce que nous faisons actuellement sur la plateforme, est-ce que ça peut vraiment aider jusqu'à ce que tous ces gens de bêtises-là finissent un jour pour les injures ou bien pour les injures sur le président de la République? Ok. La question posée ainsi, je peux répondre pour dire que même quand Dieu envoie les prophètes sur terre, là, il leur dit, voilà votre mission, venez la faire. Dieu n'a jamais dit à un prophète, quand tu vas venir là, ce que tu es venu combattre là, ça va finir. Et il n'y a aucun prophète qui a été envoyé qui peut dire, moi j'ai été envoyé pour X mission et quand j'ai fini jusqu'au jour de ma mort là, ça n'existait plus. Le rôle que chacun se donne dans la vie, c'est de simplement jouer son rôle. Vous avez un boulot. Est-ce qu'on vous demande de faire ce qui n'est pas dans le cadre de votre boulot? Non. Mais est-ce que vous n'êtes pas obligé de faire votre boulot comme cela vous est exigé? Bien sûr. Mais une fois que tu as fini ça, que la compagnie marche bien ou qu'elle ne marche pas bien, toi, ce n'est pas ton problème. C'est pour dire que si chacun joue son rôle comme il se doit, la société va fonctionner. Mais, puisqu'on ne peut pas obliger tout le monde à voir dans le même sens, et l'unanimité même n'est pas de ce monde, donc ce qu'on fait, on fait bien ce qu'on pense pouvoir faire et on laisse le reste. Et donc, pour te répondre, notre rôle n'est pas de changer le monde, mais notre rôle, c'est que ce que nous faisons là, ça peut aider des personnes qui étaient à la recherche pour ouvrir leur esprit, qui étaient à la recherche de la vérité, qui étaient à la recherche d'un autre message pour voir où le monde va et comment les choses fonctionnent. Si donc, nos messages arrivent à une telle personne et que ça aide la personne à comprendre comment les choses fonctionnent, en ce moment, on peut dire qu'on a réussi notre mission. Parce que même si on sauve une seule personne, c'est mieux que de laisser une personne dans l'ignorance. Et nous préférons voir cet impact-là parce que déjà, on sait que c'est mauvais. Et c'est le mal qui envahit. Mais chaque fois que votre message peut aider ou même sauver quelqu'un, c'est ça qui est le plus important. D'accord. Merci, monsieur le Clérin. C'est par la partie que vous avez terminée et votre message peut faire changer certaines personnes. Je suis parmi ces gens de personnes parce que je ne suis pas beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Si je ne vous écoute pas, c'est que je suis le direct de la vie. Je ne vais pas ça terminer. Donc, vos messages m'ont vraiment beaucoup aidé depuis que j'ai commencé à vous suivre. Donc, ma troisième question, si j'ai encore le temps, est-ce que chaque ministère a un réseau de communication différemment et puis le ministre de la communication même du gouvernement, quel est lui son rôle au juste? Parce que concernant cette histoire je pose cette question pourquoi? Concernant cette histoire de péage, de Grand Bassam, c'est le ministère de la communication qui devrait communiquer sur ces problèmes pour éclaircir les Ivoiriens, ou bien c'est le ministre même de, comment on appelle là,
Les ministres qui... Ok, je comprends déjà la question. Effectivement, le ministère de la Communication, c'est comme... Il a un rôle bien spécifique, même quand il est en communication. Ça veut pas dire... La communication, les gens pensent que c'est télévision, radio, et puis parler sur Internet. La communication est plus profonde que ça. Quand tu entends ministre de la Communication, par exemple, l'Internet là. Oui. Aujourd'hui, par exemple, je vais dire indirectement quelque chose, mais que c'est la vérité. Tu vois qu'il y a Orange qui fait le malin en Côte d'Ivoire. Oui. Le ministre de la Communication peut par exemple se lever et puis dire, bon, on va créer une concurrence. On va envoyer d'autres sociétés, on va créer concurrence. Et donc, lui, il vient pour traiter les aspects techniques qui sont liés au pays. Maintenant, cette histoire de RTI, de télévision nationale, ça c'est trop petit dans son travail. Mais ça fait partie quand même. Maintenant, le cas que tu es en train d'évoquer là, il y a un ministère des infrastructures routières et Amédée Pierre. Et puis il y a un ministre du transport. Quand on fait route là, c'est pas pour que voiture roule dessus. Donc, ça veut dire que c'est deux choses liées. Sinon, si tu fais un boubou que tu ne portes pas, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et donc, pour qu'une route ait de la valeur, il faut que ce soit les voitures qui passent dessus. Normalement, dans le cas du péage, par exemple, c'est d'abord le ministère des infrastructures routières qui a son propre service de communication qui aurait dû communiquer, qui aurait dû approcher les populations pour dire, bon, nous on a fini la route là. Vous voulez payer combien? Nous, voilà les prix que nous on propose. Voilà. Et si tu refuses aussi, pourquoi tu refuses? Les gens allaient donner leur raison. On faisait des enquêtes commodo et incommodo. Et etc., etc. Après, quand ils finissent là, leur cellule de communication va analyser. Maintenant, eux voient, mais la route là, nous, le prix qu'on a mis dans la route là, c'est que les gens ont dit, on a compris. Mais le problème, on aura des difficultés pour expliquer. Donc, comment on va faire? Puisque ce sont les voitures qui vont venir rouler sur la route, donc, ils rentrent maintenant en coordination avec le ministère du Transport. Ils font une fusion. Ils disent, bon, voilà, après nos enquêtes et nos études, voilà ce que nous on a et voilà ce que nous on ne peut pas dépasser. Est-ce que vous pouvez maintenant nous aider à communiquer, puisque c'est votre domaine de prédilection? Est-ce que vous pouvez nous aider maintenant à essayer d'approfondir la question et communiquer avec les transporteurs et les usagers pour essayer d'arriver à un point d'entente? Et une fois que ça c'est fait, vous allez voir que forcément le ministre des Transports va inviter les transporteurs et autres, ils vont venir s'asseoir pour parler. Normalement, si les choses sont faites de cette façon-là, ils vont trouver un terrain d'entente. Les transporteurs vont dire, ah, bon, nous, on ne peut pas payer plus que ça. Parce qu'il y a le péage qui va vers le nord. Il y a le péage aussi qui va vers l'est. Le péage qui va vers Azopé. Il y a le péage aussi qui est à Abidjan. Si je ne me trompe pas, bien sûr, je crois pour les petits véhicules, c'est 500-500. J'ai dit si je ne me trompe pas, bien sûr. Pourquoi ne pas... J'ai dit, pardon? Pour le troisième point. Pour le troisième point, les petits véhicules, c'est 500. Oui, c'est 500. Voilà. Si, mais Voilà. Pour Azagué, je ne sais pas si c'est Azagué, voilà. Je pense aussi que ça doit être la même chose. Tout comme peut-être aussi pour l'autoroute du Nord, je pense que c'est la même chose. Et les transporteurs... Non, pour l'autoroute du Nord, c'est 1200. Pour les petits véhicules? Oui, oui. Ok. Et donc, dans un certain cas, ils peuvent harmoniser. Puisqu'il y a un problème. C'est que vous avez dit déjà, tu vois qu'il y a une discordance des prix. Mais pourquoi les gens ne se plaignent pas là-bas? Et maintenant, pourquoi les gens se plaignent sur l'autre? Et donc, toutes ces questions-là, le ministre des Transports allait étudier ça avec les choses, les transporteurs et les usagers. Et ils allaient mettre toutes les questions sur la table. Et les gens allaient faire des propositions. Et après, ils allaient faire un rapprochement. Et tu allais voir que les choses allaient aller correctement. D'accord. Il n'y a pas de problème, M. Legrand. Donc, c'était mes questions pour ce soir. Parce que je me suis dit que les gens, le ministre des Affaires étrangères, il me dit qu'elle ne joue pas son rôle. Le ministre de la Justice, même chose. Et puis le ministre de la Communication aussi, même chose. C'est ce qu'il m'était dit. Donc, voilà pourquoi j'ai posé ce genre de questions pour essayer de comprendre certaines choses. Parce que le président, lui, il ne peut pas tout faire. Bien sûr, tout ce qui vient comme des pots cassés, c'est lui qui les prend. Oui, oui. Mais il ne peut pas aussi venir. Si vous, les êtes le président, vous me nommez comme un ministre. Je dois jouer mon rôle. Effectivement. Si je vais au-delà de mon rôle, vous pouvez m'interpeller pour dire c'est comme ça. Mais dans des situations actuellement, je crois que le ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas le président qui va te dire non, convoque l'ambassade de Mali
que les Maliens sachent vraiment qu'on est là. Mhm. Là, le président, s'il voit que tu vas au-delà des choses, il peut te dire, bon, ma fille, va doucement, ou bien ce que tu as fait, c'est bien, ou bien c'est mauvais. Mais tout le monde est bouche bée. Les gens font ce qu'ils veulent, comme quoi, les exemples que vous avez donnés, si la France nous gifle, ou bien les États-Unis nous giflent, on ne pourra pas agir comme on peut agir avec les autres pays. Mais ce que les Maliens sont en train de faire, c'est-à-dire que, bien sûr, moi, je fais confiance au président 100%. Je sais qu'on va gagner dans cette histoire. Mais le ministre des Affaires étrangères devrait au moins jouer un rôle pour vraiment qu'on sache qu'elle est présente. Donc, c'était ma manière de voir les choses. Je ne vais pas aller trop au-delà. Je vous remercie beaucoup pour toutes les réponses que vous m'avez données. Et je souhaite bonne émission à nous tous. Vraiment, merci beaucoup pour toutes les questions que vous avez posées. On espère que ça va permettre aux uns aux autres de comprendre. Et je suis aussi d'accord avec toi. Et nous, on l'a dit ici. Pour nous, il n'y a pas eu de remaniement ministériel. Il n'y a eu que reconduction par copinage et par népotisme. J'assume les mots que je dis. Je connais très bien leur sens. Quand on parle de népotisme, là, ça veut dire que soit on est parent, on t'a nommé parce que à cause des liens de parenté. C'est ce que ça veut dire. Copinage, ça veut dire amitié. Comme on se connaît là, je vais te protéger. Pour moi, ce deuxième gouvernement Patrick Achi là, c'est sur cette base-là qu'il a été fondé. Et donc, je n'accepterai jamais qu'on me parle de remaniement. Et le président même, je crois, quelques semaines avant, avait dit que le premier gouvernement Patrick Achi n'était pas à la vitesse que lui souhaitait. Mais on revient voir ce même gouvernement. Finalement, quand on nous dit sur quelle base donc ils ont nommé ces personnes-là. Donc pour moi, en tout cas, il n'y a pas eu remaniement. Et je dis que les 3/4 de cette équipe sont défaillants. Moi, je le dis et je le maintiens. Les 3/4 de cette équipe-là sont défaillants. Et ça fait très mal quand on regarde le très beau travail du président et toute la force même du président et la force du bonheur qu'il veut pour les Ivoiriens. Quand on vient à voir qu'il y a trop de bras cassés autour de lui, c'est vraiment pas chose qui soit intéressante. Ça fait mal, monsieur Leclerc. Vraiment. Ça fait très mal. Très, très mal. Vraiment. Merci beaucoup. Et donc, vous passez une excellente soirée. Merci à vous également. Merci. Mais sur le problème ivoirien, j'allais quand même te dire, il y a une petite particularité. Tu sais, en français, on dit que toute règle qui se respecte doit avoir une exception. Tu as vu le problème malien là? Si on voulait suivre la règle normale de la diplomatie, c'est comme quand un chien mord, un cabri mord un chien. Et tu vois, ça fait très mal. Ça fait tellement mal. Oui, le direct attaquant, on ne peut rien contre ça. Il faut laisser le cabri comme ça. Le cabri même finit par... Parce que le silence même du loup va finir par inquiéter le cabri. En fait, c'est sur ce terrain-là que les Maliens voulaient nous amener en fait. Ils voulaient une réaction des Ivoiriens. Quelle que soit la manière, ils voulaient une réaction des Ivoiriens. Et s'ils avaient eu cette réaction-là maintenant, ils allaient utiliser ça maintenant comme un élément pour s'appuyer dessus. Parce que, voilà, et puis maintenant, essayer de faire du bruit. Je ne sais pas si tu comprends. Très bien, pour leur donner de la valeur. Voilà. Or là, parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas de valeur. D'abord, ce sont des putschistes. Mais en plus d'être des putschistes, c'est des gens qui sont au rabais. Et en plus d'être au rabais, ils veulent quelque chose. Mais ils savent que si c'est la violence qui peut leur donner ça, ils veulent trouver quelqu'un qui a dit, bon, c'est la Côte d'Ivoire qui a fait, comme ils nous ont attaqué là, il y a eu des morts, donc c'est pas nous, c'est les Ivoiriens qui ont fait ça. Ah non, comme les Ivoiriens nous ont créé des problèmes, on n'a pas pu. Donc, c'est pour ça, dans ce cas spécifique là, le gouvernement les laisse dans leur propre jeu. Sinon, le gouvernement n'a fait qu'un seul discours à travers le CNS pour leur dire, nous reconnaissons les militaires là, nous sommes un gouvernement responsable. Quand nous signons des accords internationaux, nous les assumons. Ces militaires là sont à nous. Vous avez dit c'est des mercenaires, ce ne sont pas des mercenaires, ce sont des gens de l'armée ivoirienne. Et le gouvernement ivoirien a dit, libérez-les dans un délai le plus bref, ou bien sans condition. Mais, cher frère, quand tu regardes la réalité, quand toi tu attrapes quelque chose et puis tu penses que c'est bien pour toi, est-ce que tu vas laisser? Non. Mais quand 2-3 jours après, personne ne te dit, on ne te parle pas, personne ne te dit rien, toi-même tu dis tu veux laisser la chose, mais la chose est collée dans ta main. Tu fais comment maintenant? Tu vas crier. Bien sûr. C'est là que tu vois maintenant, eux-mêmes là, ceux qui ont les preneurs d'otages. Depuis quand tu as vu un preneur d'otages chercher quelqu'un pour créer médiation? Non.
Et donc, c'est là, en ce sens, que vraiment la position du gouvernement a été très stratégiquement bonne. Ça, je suis d'accord avec eux. Ils n'ont pas non seulement donné l'importance à ces personnes qui n'en valent pas la peine, mais ils ont géré l'affaire en se disant quoi? Nous, on a été un État responsable. Ces soldats qui sont là-bas, il faut être franc avec les gens. Si, par exemple, l'ONU est dans un pays, que toi, par exemple, moi, je te prends, toi, tu dois servir l'eau à l'ONU. Pour moi, je dis pour moi, hein, tu es dans la mission de l'ONU pour moi. Tu es un serviteur d'eau à l'ONU. Tu n'as pas ton nom sur la liste de l'ONU, mais tu es un sous-traitant de l'ONU. Et ça se comprend bien. Avec attentivement, je vous comprends. Donc, ça veut dire que les soldats là, voilà. Donc, les soldats là, effectivement, comme il l'a dit, ils ne sont pas dans la liste de l'ONU. Mais comme la société SAS traite avec l'ONU, c'est-à-dire l'administration, donc ils deviennent des éléments de l'ONU. C'est ce qu'il faut clairement expliquer aux gens. Parce que le travail qu'ils font rentre dans le cadre d'une mission internationale. Et donc, ce sont des soldats ivoiriens qui sont en hors du territoire ivoirien dans le cadre d'une mission internationale par sous-traitance. Et ils sous-traitent pour qui? Ils sous-traitent pour l'administration. Et une fois que ça c'est bien compris, est-ce que la Côte d'Ivoire, si elle veut se respecter, doit mener ce combat-là seule avec la junte? Non. La Côte d'Ivoire se dit quoi? Puisque moi je connais tout ça, puisque moi je sais tout ça, je les laisse dans leur jeu. Et ils veulent un problème avec la Côte d'Ivoire en tant que personne, mais je laisse l'opinion internationale, l'ONU qui est composée de plus de 180 pays, prendre les résolutions qui vont avec. C'est pourquoi hier ou avant-hier, tu as entendu le président dire qu'il a appelé les représentants de l'ONU pour leur dire de libérer les soldats. C'est tout. L'interlocuteur de l'État ivoirien dans ce cas spécifique-là, c'est l'ONU et le monde. Ce n'est pas le groupuscule des djihadistes ou bien des preneurs d'otages de Bamako. Non. Merci. Merci bien. Ça, c'est la granule du Prado. Voilà, justement. Là où on veut le rendre petit, il arrive à ressortir plus grand. Bien sûr. Voilà. Et ça, c'est pas les émotions. Et là, seulement dans ce cas-là, on ne peut pas accuser Kandia. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Ouais. Merci de m'avoir éclairé sur ce point. Sinon, vraiment, je me posais beaucoup de questions. Pourquoi elle est silencieuse? Non, là, dans ce cas seulement, on ne peut pas l'accuser. Voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci à vous aussi. Et vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup.